Merci beaucoup, Mamadou. En écoutant M. Si tout à l'heure, et je le pense, je dis si on doit trouver un travail pour sa retraite à Ablaye, c'est d'ouvrir un restaurant spécialisé dans le maïs. Justement, c'est extraordinaire, sa connaissance de la campagne et surtout son vécu. Ce livre, je le considère comme un livre événement. Et il n'est pas de coutume de commencer une lecture d'un livre par le milieu. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est ce chapitre consacré à son séjour en Angleterre où on voit l'historien devenir véritablement ce qu'il est aujourd'hui et utiliser son métier d'historien sans lequel il n'aurait pas écrit un livre pareil. Quand je le lisais, j'ai pensé à de grands dans le métier, comme Marc Bloch, Lucien Febvre, mais surtout Braudel, pour sa longue durée, et toute cette conception liée à la nouvelle histoire, l'école des annales, et il y a aussi un métier que je pourrais considérer comme une science, en tout cas auxiliaire de l'histoire, c'est le généalogiste. Ablaye est un excellent généalogiste. Comme Génico l'a fait, il a retracé l'histoire de sa famille et a replacé cette famille, je ne dis pas dans sa diversité, mais dans la diversité de ses relations. Et la région du fleuve, et je le lui disais la dernière fois, est un creuset d'ethnie, de culture et de relations. C'est à travers le livre d'Ablaye que j'ai pu mesurer la proximité entre les différents groupes que sont les Soninké, les Halpulaar, parce qu'on les voit, les Soninké, dans une évolution très intéressante. Dans le Fergo omarien, ils sont absolument présents. On voit des membres de sa famille qui ont suivi El Hadji Omar jusqu'au Mali ou jusqu'au Soudan. Dans le Fergo omarien, mais aussi, on les voit à travers la résistance, qui est une donne essentielle dans le livre d'Ablaye, la résistance par rapport à la pénétration coloniale. Mais il a perdu un membre éminent de sa famille dans la résistance de Lamine Dramé, Mamadou Lamine Dramé. Donc on voit que l'itinéraire d'Ablaye, c'est un peu l'histoire de cette région. Mais ma partie préférée, c'est la première partie de ce livre. De Kessirengane à Bakel. Pourquoi cette partie elle est fondamentale? Parce que ce sont les racines d'Ablaye Bathily. Le socle sur lequel il a construit sa trajectoire, sa personnalité. On ne peut pas comprendre Ablaye si on ne lit pas cette première partie. Et c'est sur cette première partie qu'il a exercé véritablement sa méthodologie historique à travers la chronologie des faits, pas seulement les faits, ponctués d'analyse, mais aussi c'est à travers cette partie qu'il a pu reconstituer tout son vécu qui le poursuit toujours partout où il est, parce que simplement, c'est là sa réalité profonde. Par exemple, en lisant tous ces mythes autour du fleuve, et je reviens à ce chapitre sur ce séjour en Angleterre, Mamadou l'évoquait tout à l'heure. Et même nous, en étant étudiants, parce que n'oublions pas qu'Ablaye nous a enseigné en deuxième année l'histoire médiévale, il a écrit ce que je considère comme étant son texte fondateur sur le Ouagadougou et qui est prolongé à travers sa thèse sur le royaume du Ngalom. Mais ce texte sur le Ouagadougou, avec les discussions autour de ce qu'est un empire, les discussions concernant les traditions de cette région, je pense que ce texte qu'il a écrit à Birmingham et qui est considéré comme son mémoire de maîtrise et qui a été publié dans le bulletin de l'IFAN, ce texte me paraît essentiel si on veut comprendre les travaux historiques d'Abdoulaye Bathily. Donc ce passage à Birmingham,
est un passage extrêmement important où il a assis de façon définitive son métier d'historien, même si ce qu'il a eu à faire, que ce soit dans ses missions en tant que prisonnier à Tambacounda ou dans sa phase d'élève au lycée britannique, mais au-delà, ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a écrit, on peut dire que c'est à partir de cette période que justement son métier d'historien a été consacré de façon définitive. Et là, j'ai une petite question à lui poser, parce que c'est intéressant. Quand on va voir la suite, Ablaye, il se présente comme un panafricaniste. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais son séjour en Angleterre, il était plus que panafricaniste, il était tiers-mondiste de façon générale, parce qu'il a été avec des Irakiens, avec des Indiens, des Pakistanais, et il a renoncé, je ne sais pas s'il a renoncé, mais en tout cas, à cette vision tiers-mondiste pour se concentrer davantage sur son panafricanisme. Qu'est-il advenu, par exemple, de cette vision qu'il avait déjà à Birmingham, en relation avec d'autres collègues qui venaient de différents continents? Pourquoi, tout d'un coup, à partir d'un certain moment, il s'est recentré de façon presque définitive sur l'Afrique? Alors, le livre, la partie que je considère comme étant, pour moi, la partie essentielle pour comprendre Ablaye, tourne autour, justement, de son enfance, mais pas seulement l'enfance, parce qu'à chaque fois que l'occasion lui est donnée, il présente aussi la réalité, les faits, ce qu'il a vécu. Par exemple, je prends l'exemple de la société soninké et le rôle du fleuve dans la cosmogonie ou les croyances de façon générale. Et à ce moment, il ressemble beaucoup à ce que Ibrahima Sow fera plus tard sur l'histoire de Penda, cette génie du fleuve. Et l'histoire des génies autour du fleuve constitue le socle, si vous voulez, des croyances, les croyances africaines. Et malgré l'islamisation, et l'islamisation, l'islamisation est très ancienne dans cette région, même si dans sa famille, on a considéré à un moment donné qu'ils avaient un rôle essentiellement de religieux et un rôle d'imam. Donc son enfance, qui me paraît très intéressant à découvrir, mais au-delà de son enfance, il y a toute cette partie consacrée justement aux relations familiales, sociales, mais aussi tout ce qui est advenu et arrivé à la famille en termes de disparition, de violence, mais dans une période qui était considérée comme la période charnière ou la période de contact avec la colonisation. Ablaye a travaillé cette question et il est revenu longuement dans cette partie, justement dans son enfance à Tiabou, monsieur Si vient de le dire, mais au-delà de Tiabou, le rôle que jouait Bakel pendant cette période. Bakel qui était un lieu de rencontre, un espace, un creuset, mais qui disparaîtra au fur et à mesure que la pénétration coloniale se retirera de ces régions et pour laisser place à une zone qui sera abandonnée parce que le train ne sifflera plus. Et je crois que là, le moment essentiel pour ce changement est constitué par la fin de la Fédération du Mali. Il en parle beaucoup, la fin de la Fédération du Mali. Et il a été frappé, si vous voulez, par ce changement qui intervient au moment où lui-même il devait quitter Bakel pour aller se retrouver au Britannique. Et c'est à ce moment qu'on voit la dislocation de cette fédération qui a eu des conséquences extraordinaires sur les populations. Les Sénégalais, ce qu'on considère comme les Sénégalais, qui devaient rentrer par le train et ceux qui prenaient le sens inverse du train pour se retrouver au Soudan ou ce qui deviendra le Mali avec toutes les conséquences qu'on connaît. Je crois qu'il faudra absolument lire cette partie pour comprendre tous les enjeux autour de l'intégration et ce que nous vivons aussi à l'heure actuelle. Il est revenu, sa vie aussi est marquée du point de vue événementiel par l'histoire politique du continent. L'histoire politique du continent, déjà dès le Britannique, il avait pris conscience. C'est là où c'est intéressant de voir que même les élèves à partir des premières classes, que ce soit les 6e ou 5e, ces élèves ne sont pas en dehors de la réalité politique et ils suivent. C'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui a joué un rôle chez Ablaye et ses camarades
parce que c'est la première fois qu'il y avait une prise de conscience justement de la situation en Afrique. Mais ce n'était pas seulement la guerre d'Algérie, mais il y avait un travail à l'intérieur du Prytanée pour orienter les élèves, parce que la politique d'assimilation allait jusque-là, pour orienter les élèves dans une compréhension de l'histoire, ou bien dans une vision qu'on pouvait avoir de certains leaders, soi-disant progressistes, et d'autres qui ne l'étaient pas, Senghor opposé aux autres. Par exemple, Houphouët-Boigny Senghor, d'après la vision du directeur du Prytanée, c'est intéressant de voir que tous ces élèves ont essayé de les fomenter parce qu'ils devaient prendre la relève, justement, dans le cadre de la politique coloniale, et Ablaye, naturellement, réfractaire à toute forme de manipulation, il était parmi ceux qui allaient se révolter le plus rapidement possible. Et c'est intéressant comment ils accédaient à l'information pendant cette période. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Mais ils écoutaient la radio, et ceux qui avaient la radio dans le Haut-Prytanée gardaient soigneusement leur appareil dans leurs armoires. Mais il a rencontré deux professeurs qui avaient une certaine, en tout cas, bienveillance à son égard, et qui lui prêtaient les livres, les revues, les journaux, et particulièrement des journaux ou des magazines comme Le Monde diplomatique. Donc il était très bien informé sur ce qui se passait à travers le continent. Il y avait naturellement, pendant cette période, un sens, un éveil, qui était de mon point de vue même précoce comparé à ce qui se passait chez les autres camarades. Je ne peux pas ne pas parler de tous ces moments de rupture chez Ablaye Bathily. Pourquoi j'ai pensé à Ablaye Wade. Donc, sur ces moments de rupture, par exemple, en 1961, il y a, et ça c'est un fait intéressant dans le livre, le croisement entre les personnalités. Par exemple, en 1961, le premier défilé militaire avait les deux premiers Saint-Syriens de l'armée nationale en gestation, parce que l'armée était en gestation, qui étaient le général Mamadou Seck et le regretté camarade Dioum, qui étaient les deux premiers Saint-Syriens qui les ont encadrés pour le défilé de 1961. Mais ce livre est un livre de croisement, de figures, d'individus et de personnalités qu'on va retrouver un peu partout dans l'histoire, je ne dis pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique. Mais il y a des phénomènes que j'ai trouvés particulièrement, disons, insolites. Et parmi ces faits insolites ou ces phénomènes, je citerai le procès des grévistes qui étaient incarcérés à un moment donné, c'est après 68, et qui je vois par exemple Baudin, Jacques Baudin, qui était le substitut du procureur, entamer le procès avec le groupe des Bathily, des Decroix et tous ceux qui sont là et qui vont certainement témoigner. Ça, c'était un croisement qui m'avait beaucoup intrigué. Un autre croisement que j'ai vu quand il était étudiant, un peu avant, étudiant ici à l'Université de Dakar, et qu'il avait pu trouver une chambre à la cité universitaire, c'est le fait qu'il partage une chambre avec Titinga Pachere, que je connaissais au ministère de la Culture. Titinga Pachere, il était aux antipodes des points de vue d'Ablaye Bathily. C'était un avocat burkinabé, je crois qu'il est décédé maintenant, et ils partageaient la même chambre, mais malgré les divergences en termes idéologiques, il y avait une certaine tolérance qu'on pouvait lire. Toujours parmi, justement, ce croisement entre les figures, qui peut imaginer la relation profonde entre Ablaye Bathily et le professeur ou l'imam El Hadji Rawane Mbaye? Ils ont une relation très ancienne, depuis la période où il s'est retrouvé comme assistant à IFAN, avec Vincent Monteil. Je crois que leur amitié, ils ont partagé le même bureau, parce que curieusement, Ablaye a été affecté au département d'islamologie. Département d'islamologie, il y a des choses intéressantes qu'on peut voir. Et Ablaye a eu une expérience extraordinaire. Il a même animé des émissions en soninké. Et le fait d'avoir été soninké lui a ouvert souvent des portes là où c'était peut-être très difficile. Il a ouvert par exemple les portes pour devenir assistant de Monteil, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour transcrire, traduire, éditer les textes en soninké. En fait, toute la tradition orale qu'il avait déjà
disons, recensés en soninké. Alors, toujours on peut continuer. Et dans le livre d'Ablaye, et ça nous ramène à une période assez intéressante, c'est que malgré les divergences sur le plan politique, malgré toutes les difficultés, et ça avait beaucoup frappé, ça nous avait frappé étant très jeune, Cheikh Anta qui est reçu pendant la période, par exemple, pendant le premier Festival mondial des arts nègres, un prix, je ne sais plus lequel prix, comme Sembène Ousmane. Et quand il y a une sorte d'accalmie, Senghor est venu visiter l'IFAN avec Jules Romain, et Ablaye a décrit cette visite, nous a donné des éléments intéressants sur cette visite, où pour la première fois, peut-être, il est allé voir Cheikh Anta à son laboratoire Carbone 14. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ces éléments-là. Je voudrais vraiment attirer une attention sur cette partie qu'on pourrait considérer comme la partie ethnographique. Parce qu'on y voit beaucoup d'éléments sur l'expérience, ou si vous voulez, les questions d'initiation. Mais aussi l'éducation sexuelle. Il y a des éléments qui sont parfois pleins d'humour. Mais sur l'éducation sexuelle, et il a accordé une place aux femmes, Mamadou Diouf le disait tout à l'heure, expliquant ce que faisaient les femmes et comment justement, et un fait qui m'a beaucoup frappé, dans le cadre de l'éducation sexuelle, c'est lorsque, pendant des cérémonies où les jeunes filles et les garçons se retrouvaient, il y avait un moment où la fille qui avait choisi son ami pouvait se retrouver le soir dans une chambre. Mais c'était une question d'honneur. Ils pouvaient passer toute la nuit ensemble, mais si le garçon avait l'outrecuidance de toucher à la fille, c'est quelque chose qui allait poursuivre la famille pendant tout le long de leur vie. Et je pense que ces éléments sur l'éducation sexuelle, la question de l'honneur, sont des éléments intéressants qu'on peut découvrir à travers le livre d'Ablaye Bathily. Il y a des passages pleins d'humour, par exemple, que j'ai retenus. Et je citerai tout simplement cette histoire, quand on est venu chercher ses affaires dans sa chambre ici, en trouvant Baïdiak, ils ont pris tous les livres, sauf un livre, La Sainte Famille de Karl Marx. Et les policiers ont pensé que justement c'était un livre saint, et ils ont laissé le livre sur place. Ça, j'ai trouvé que ça ne manque pas d'humour dans ce livre. Comme Souma, à qui on demandait, par exemple, si on voulait savoir qui était Paul de Guinée, ou Paul tout simplement d'ici, on lui demandait de prononcer Khotousako. Et il faut voir, ce sont des instants sublimes, vraiment d'humour. L'humour ne manque absolument pas dans ce livre. Peut-être, Mamadou Diouf, je peux continuer, je peux. Mais je remercie beaucoup Anna, je remercie beaucoup Ablaye, véritablement pour l'hommage rendu à Anna Sarr, qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'imagine ce qu'elle aurait fait si elle était là. D'abord, elle a été présente tout le temps, et elle lui a rendu un hommage et a retracé justement leur relation dans un chapitre particulier. Et là, je remercie vraiment Ablaye. Je sais pour l'amitié qui nous a liés à Anna. Peut-être que Kéry elle-même, elle y reviendra, mais en tout cas, merci. Et je terminerai, j'aurais aimé continuer à parler jusqu'à demain, mais je terminerai parce qu'il faut que tout le monde lise ce livre par la sagacité d'Ablaye Bathily. Comment la description, comment il décrit les uns et les autres, il a une connaissance parfaite des individus. Et l'une des plus belles, à mon avis, descriptions, en tout cas une description totalement réaliste, c'est celle qu'il a faite sur Abdoulaye Wade. C'est extraordinaire sa connaissance, je peux dire même intime d'Abdoulaye Wade. Et ça, c'est vrai pour Abdoulaye Wade, c'est vrai pour d'autres personnalités. Et ce livre est un foisonnement d'informations sur la vie rurale, sur la région ou l'histoire des Soninké, la saga des Soninké, mais sur l'histoire politique du Sénégal. Si, à ma passion de liberté, je n'ai pas beaucoup parlé de cela parce que je trouve que tout le monde le fera, mais je me suis surtout limitée à la première partie qui me semble relever véritablement de son rôle d'historien. Ce livre
est un livre exceptionnel, tant du point de vue des informations et la dimension, par exemple, panafricaine ou panafricaniste d'Abdoulaye Bathily apparaît partout. Le rôle que les institutions comme le CODESRIA ont joué, sa rencontre avec, depuis le Prytanée, je crois que son destin de panafricaniste a débuté véritablement avec le Prytanée. Et tout le reste suivra. On ne peut pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais en tout cas, c'est avec un énorme plaisir qu'on l'a lu. Et je me suis bien régalée et je vais continuer à le faire parce qu'il y a encore des choses à découvrir. Je vous remercie et merci à Ablaye.